Salut les buveux, bienvenue sur les robiniers. Bon, aujourd'hui, pas de plan bricolage aux travaux, la météo ne s'y prétend pas vraiment. J'aurais pu aborder la récolte des noix, qui est exceptionnelle cette année, mais on a déjà vu ça l'an dernier. Alors j'ai décidé de vous parler de mes chats. Je sais, j'ai aussi cité le sujet plusieurs fois, mais je me suis aperçu que je vous avais jamais présenté la plupart d'entre eux. Il y a un petit moment que cette idée me trottait dans la tête, mais je ne savais pas par quel bout commencer. Surtout que si j'ai un bon millier de photos de mes compagnons, en définitive j'ai très peu de vidéos, à part celles de mauvaise qualité provenant de mes caméras de chasse que j'installe de temps en temps autour du cabanon pour savoir ce qui se passe la nuit. Et puis il y a quelques jours, j'ai malheureusement eu la peine de perdre l'un d'entre eux. Il arrive bien que certains fuguent et disparaissent pendant plusieurs semaines, mais en général ils finissent par réapparaître, souvent au début de la mauvaise saison. Comme ça, ils peuvent trouver à manger. Par contre, cette année, en moins de 4 mois, c'est le 3e décès auquel je dois faire face. Alors je me suis dit qu'une vidéo sous forme d'arbre généalogique sera un bon moyen de ne pas les oublier et de leur rendre hommage. Un matin de décembre 2021, alors que quelques flocons étaient tombés dans la nuit, j'ai remarqué des traces de chats toutes fraîches dans la neige. Rien d'étonnant en soi, puisqu'il y a 4 villages à moins d'1 kilomètre tout autour de la forêt où j'ai établi le bivouac. Quelques jours auparavant, j'avais d'ailleurs trouvé des bois de chevreuil au pied d'un arbre à 2 mètres de la cabane. Alors s'ils s'approchent autant, il n'y a pas de raison que d'autres animaux ne le fassent pas. Je n'ai pas cherché plus loin et dans le courant de la journée, j'ai vaqué à mes occupations. J'ai par exemple fait un feu dans le fourneau à bois extérieur qui me sert à cuire mes confitures en été. Le lendemain matin, en ouvrant ma porte, j'ai alors eu le plaisir de voir un chat sortir de derrière le poêle. Celui-ci avait trouvé refuge pour la nuit sous le fumoir pour profiter de la chaleur résiduelle. Surpris autant que moi, le matou s'est sauvé, mais je me suis dit qu'il était certainement perdu et qu'il devait avoir du mal à trouver de la nourriture à cette époque de l'année. Le soir même, je lui ai donc laissé des restes. Ce fut le début d'une belle amitié, car dès ce jour, le chat a pris ses quartiers sur la parcelle de bois. Trop sauvage pour accepter les caresses, il s'est tout de même habitué à moi et n'hésitait plus à rester en permanence à mes côtés, même s'il gardait une distance de sécurité. Puis un jour, il a disparu pendant quelque temps. J'ai espéré qu'il avait retrouvé ses maîtres. À côté de ça, j'avais remarqué qu'un pique-assiette venait de temps en temps se régaler dans les gamelles. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'un des greffiers d'un voisin. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais son pelage ressemblant à celui de certaines vaches, ma chérie a décidé de le surnommer Cowboy. C'est au printemps que j'ai découvert que le chat, que je nourrissais depuis plusieurs mois, était en fait une demoiselle. Lorsqu'après plusieurs semaines d'absence, Poussy, comme je l'ai alors baptisé, est venu me présenter 3 bébés. Poussy et Cowboy avaient donc fauté, et la dame avait préféré donner naissance dans un lieu caché. Sauf que vers la fin du sevrage, il était plus prudent pour elle de revenir vers moi et vers des repas assurés que de se contenter de ce que la nature lui offrait. Elle me laissait donc les nouveau-nés en garde une grande partie de la journée tandis qu'elle allait chasser. C'est ainsi que Berlioz, Toulouse et Marie ont commencé à grandir à mes côtés. Au bout de quelque temps, Marie, qui semblait pourtant en bonne santé, fut malheureusement la première dont j'ai constaté la disparition inexpliquée du jour au lendemain. Berlioz et Toulouse, eux, ont continué tranquillement à profiter du gîte et du couvert, bien que, comme leur mère, s'ils n'hésitent pas à s'approcher de moi, je dois respecter une distance d'1 mètre au minimum. A noter que, toujours comme Poussy, ils ne semblent pas savoir miauler. Ils réussissent très bien à se faire comprendre en s'asseyant devant leur gamelle vide lorsqu'ils ont faim, mais on ne les entend jamais. Cowboy, lui aussi, continue de fréquenter épisodiquement le bivouac. Comme je vous l'avais précisé, ce n'est que l'un des chats de mon voisin. En réalité, ils sont 3. C'est en décembre 2022 que je vis un jour arriver le second. Dans les hautes herbes de la prairie qui jouxtent ma parcelle de forêt, j'ai distingué un chat que je pensais être tout blanc. En fait, il a aussi des taches grises, mais je les avais pas remarquées au premier coup d'œil. Je l'ai revu plusieurs jours d'affilée et comme Cowboy, il s'est rapidement habitué à voler la nourriture dans les gamelles de Poussy et de sa portée. J'ai fini par le surnommer Flocon, en référence à la période où il est apparu et à sa couleur. C'était donc 5 chats maintenant qui fréquentaient la cabane. Mais au printemps 2023, Poussy est arrivé encore une fois avec 3 petits. Géronimo, Loulou et Tigresse, ou Tigrou,
car j'ai jamais été certain de son genre. Je suppose qu'une fois encore, Cowboy était le père. Comme Marie, Tigresse a disparu du jour au lendemain dans les jours qui ont suivi. Puis ce fut le tour de Loulou quelques semaines plus tard, un soir d'orage. Geronimo, dont j'étais à l'origine persuadé qu'il s'agissait d'un mâle, a poursuivi sa vie avec le reste de la tribu. Je vous l'avais présenté à l'époque, lors de la vidéo concernant la récolte des noisettes. Souvenez-vous du chenapan qui venait m'aider à faire le tri des fruits. Au printemps 2024, j'ai surpris Toulouse, en train de poursuivre sa sœur Berlioz de ses assiduités. Cette dernière a donné naissance en juin à Dupont et Dupont, Tintin et Haddock. Le nombre de chats était donc monté à 10. Malheureusement, Tintin, qui m'avait semblé le plus faible dès le début, a disparu dans les jours suivants. Je suppose qu'il n'a pas survécu. Duponté et Dupondé étaient quasiment des jumeaux identiques. Il fallait les regarder de près pour se rendre compte que l'un d'entre eux avait une tache sous le nez pour les différencier. Ce sera Duponté, avec un T pour tache. Encore une fois, j'ai constaté au bout de quelques semaines la disparition mystérieuse de Dupondé. Je me retrouvais donc avec une équipe de 8 félins. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque le mois suivant, Poussy m'a présenté un jour Tarzan, Jeannot, que j'avais au départ appelé Jen, et Cheetah. Je ne savais absolument pas qui était le père, mais je l'ai appris plus tard. Cette portée m'a causé pas mal de soucis. Cheetah a disparu comme les précédents du jour au lendemain, puis au début de l'hiver, lors d'une tempête, ce fut le tour de Tarzan. Jeannot, lui, est resté jusqu'en décembre. À ce moment-là, il y avait donc 9 chats. Puis Jeannot s'est enfui, encore une fois, pendant une tempête. Par miracle, le soir de Noël, il est revenu, accompagné d'un inconnu que j'ai d'abord pris pour Loulou, avant de m'apercevoir que ce n'était pas le cas. Je l'ai appelé Tout Gris. À sa façon de se comporter avec moi comme avec les autres chats, j'ai compris que d'une part, il s'agissait d'un animal apprivoisé, sûrement venu du village voisin, et d'autre part qu'il était certainement le père de Tarzan, Jeannot et Cheetah. Tout Gris restera près de 2 mois avec nous avant de repartir vers de nouveaux horizons. Parmi les plus jeunes, Geronimo gardera un côté un peu sauvage, ne se laissant pas caresser. Néanmoins, comme les autres, elle n'hésite pas à passer les nuits d'hiver sur le pied de mon lit. Jeannot, Dupont et Haddock se montreront nettement plus sociables, recherchant les câlins à tout bout de champ. C'était donc 10 chats qui vivaient presque en permanence sur le camp. En février 2025 est apparu le 3e larron de mon voisin, qui ne fréquentait jusqu'alors le coin que de manière épisodique. Je l'ai surnommé Père Noël, à cause de son poitrail blanc qui ressemble étrangement à une barbe lorsqu'il lève la tête. Comptez-vous 11, mais ça ne durera pas. Au printemps, Geronimo jouera avec son père, Cowboy, d'un peu trop près. Dupont fera pareil avec son oncle Jeannot, et enfin Haddock se mettra à fréquenter Père Noël. De leur côté, Berlioz et Poussy étaient elles aussi dans le même état. Malheureusement, Poussy avait été blessée durant l'hiver et avait la queue brisée. Comme elle était restée sauvage malgré tout, il m'a été impossible de la capturer pour la faire examiner par un vétérinaire, et sa disparition soudaine m'a fait comprendre que la mise bas avait dû avoir des conséquences tragiques. Berlioz, elle, a survécu à la naissance de ses petits. Mais elle l'a fait dans son coin, et si elle-même continue de fréquenter le bivouac, elle ne m'a jamais amené sa portée. Je ne sais donc pas ce qu'il en est pour eux. Pour les autres, ce qui devait arriver arriva. Au 1er juillet 2025, c'est d'abord Dupont qui me surprendra en venant en catimini donner naissance à ses petits sur le lit. Riri, Fifi et Lulu. Je vous laisse imaginer mon étonnement lorsqu'au moment de me coucher, je découvre 3 petites boules de poils blotties entre ses pattes. Le 18 du même mois, c'est au tour de Haddock, mais celle-ci aura besoin de mon aide. En effet, totalement dépassée par les événements, elle donnera naissance au premier petit dans les buissons, avant de s'enfuir en l'abandonnant sur place pour se réfugier dans le faux plafond de la cabane, où naîtront les 2 suivants. Ayant assisté à toute la scène, je ne pus ramener Skittles à sa mère. Je l'ai donc confié à Dupont, qui l'a aussitôt adopté et l'a nourri comme si c'était un de ses bébés. Malheureusement, en 18 jours, les autres avaient déjà acquis non seulement une taille et une force bien supérieurs au petit, mais ils avaient aussi commencé à ouvrir les yeux, alors que lui n'en était qu'à l'apprentissage de la tétée. Régulièrement repoussé par ses cousins lors de la bataille pour l'accès aux mamelles, il n'a pas réussi à s'imposer et a fini par abandonner pour s'endormir définitivement au bout de 2 semaines. Haddock, de son côté, continuait à subvenir aux besoins des 2 derniers de la fratrie, Praline et Michoko, dans le plafond de la cabane. Sauf qu'au mois d'août, sous la bâche plastique qui fait office de toit, la chaleur peut devenir dangereuse. Alors, après avoir démonté une partie de celle-ci, aidé de mon ami Eric, grâce à une épuisette, j'ai réussi à sortir les 2 petites canailles. Il faut savoir que 2 ans auparavant, j'avais mis une dizaine de jours à construire un abri étanche et douillet pour que les chats y passent l'hiver tranquillement. Mais mon lit s'étant avéré plus intéressant pour eux, cet abri n'a pratiquement jamais servi. C'est donc là que j'ai installé en sécurité les 2 chatons. Mais Haddock en avait décidé autrement. Le soir même, elle les avait ramenés dans la toiture. Il m'a fallu attendre 2 semaines de plus, en surveillant souvent la température, pour qu'enfin les choses s'arrangent. En effet, un matin, j'eus la surprise d'entendre Haddock miauler pour attirer mon attention.
Elle avait besoin de mon aide pour descendre sa portée au sol. Bien sûr, ses petits étaient encore loin de pouvoir le faire eux-mêmes. Par contre, ils étaient devenus trop lourds pour qu'elle puisse les tenir dans sa gueule tout en s'agrippant au tronc du mur. Alors, l'un après l'autre, sous la surveillance de leur mère, j'ai pris Praline et Michoko dans mes mains pour les descendre au sol afin de les installer dans un carton prévu à l'avance. Ce fut le début de l'aventure pour eux. Mais dès le soir même, Haddock a jugé à mon grand soulagement préférable d'amener sa petite famille à l'intérieur de la cabane. Voilà donc au total 15 chats dont j'allais devoir m'occuper dès à présent. Les semaines suivantes furent à la fois assez chaotiques, stressantes et drôles. Pendant l'apprentissage des premiers pas des bébés sur lesquels il fallait faire attention de ne pas marcher, alors que je ne dispose que de 10 mètres carrés pour circuler dans une pénombre permanente, ce fut assez folklorique. Il a aussi fallu accepter que les mères ramènent régulièrement les souris pour commencer à habituer les petits à tuer pour manger. Le plus impressionnant de la période fut de constater l'intelligence des chattes, qui allaitaient sans faire de distinction l'ensemble des petits, pendant que la seconde partait chasser et inversement. Le phénomène a duré jusqu'à la fin du sevrage. Il a enfin fallu faire confiance au jugement de Dupont et Haddock lorsque celles-ci ont commencé à emmener les chatons en forêt pour leur apprentissage de la chasse. Et ceci parfois pendant 36 heures, alors que ceux-ci marchaient à peine. Je vous avoue que j'ai souvent craint la rencontre avec des prédateurs tels que des renards ou des fouines, mais tout s'est bien déroulé. C'est un jour où je passais mon temps à observer les progrès des deux portées, occupé à jouer autour du cabanon, que j'eus une nouvelle surprise. Je vis passer rapidement Tarzan, disparu l'année précédente. Celui-ci ne s'est pas arrêté et je ne l'ai pas revu depuis, mais au moins je suis soulagé de le savoir toujours en vie. Jusque-là, nous avons donc fait connaissance avec les bébés de Dupont et de Haddock, mais revenons à Geronimo, dont je vous avais dit qu'elle avait joué d'un peu trop près avec Cowboy. Depuis quelques jours, je savais qu'elle avait mis bas elle aussi. Mais comme Berlioz, elle l'avait fait dans son coin, dans les sous-bois, à l'écart du bivouac. Il lui a fallu près d'un mois pour revenir avec eux. La première fois, elle ne fit que passer en coup de vent, mais j'eus le plaisir de découvrir Texas et Dakota. Et si la petite famille semblait au départ assez timide, il ne leur a pas fallu longtemps pour comprendre que demeurer à proximité avait beaucoup d'avantages. Au milieu de l'été, ce sont donc 17 matous pour lesquels je dois acheter régulièrement des croquettes. Plus de la crème liquide que je coupe avec de l'eau, plus quelques confiseries. Mais bon, ça ne me dérange pas de me priver pour eux. Parce que franchement, assister à la naissance puis au développement de ces animaux, ça vaut tous les sacrifices du monde. Même si parfois ils me font tourner en bourrique, ils enrichissent vraiment ma vie. Et c'est toujours un crève-cœur lors d'un départ. À la fin du mois d'août, c'est d'ailleurs Fifi, qui était pourtant le plus câlin de tous, qui a disparu, comme l'avaient fait certains les années précédentes, du jour au lendemain. Puis, vers la mi-septembre, Michoko, qui serait devenue une bête magnifique, avec son pelage long et noir, semble s'être empoisonné. Je le soupçonne d'avoir mangé des baies de lierre qui commençaient à tomber. Je n'ai rien pu faire pour lui, et il est mort dans mes bras le 25 de ce même mois. Il repose désormais près de son frère Skittles. Ce sont ainsi 15 minets qui me tiennent compagnie sur les 26 qui sont un jour passés par ici depuis 4 ans. Je voulais donc les remercier par cette vidéo et surtout rendre hommage à ceux qui nous ont quittés bien trop tôt, en particulier Poussy et Michoko.